de l'autre bout de Paris, discuter avec nous du Qatar. Donc Anne-Laure est journaliste, présentatrice télé et notamment d'une nouvelle émission à qui on souhaite une longue vie, sport, etc. sur Public Sénat. Je suis aussi content d'être à côté de Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier 3 minutes pour comprendre la Coupe du monde de football, au courrier du livre. Et puis enfin, troisième intervenant, Kevin Vessière, fondateur du média Football Club Géopolitiques, avec un S. C'est ça. Je crois que c'est un sujet dont on va parler, puisque évidemment le Qatar et la Coupe du Monde, c'est aussi une histoire de géopolitique. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois. La Coupe du Monde a commencé dimanche, avec une cérémonie d'ouverture et un match un peu décevant, mais ça fait des semaines, des mois, des années qu'on parle du Qatar et de la Coupe du Monde, pour plein de raisons qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. Et ça a commencé par beaucoup de critiques, ce qu'on a pu appeler le Qatar bashing. Alors peut-être la première question, qui a envie de répondre sur pourquoi autant de critiques autour du Qatar? Peut-être Anne-Laure pour commencer. Alors pourquoi, c'est une question difficile. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a critiqué et on critique encore le Qatar. Donc il y en a certaines qui sont des raisons objectives. La situation des travailleurs migrants qui est difficile au Qatar, voire extrêmement difficile. Les droits LGBT+, qui ne sont pas respectés, puisque on est passible d'emprisonnement en cas d'homosexualité au Qatar, et les droits des femmes. Donc ça, c'est 3 raisons qui sont 3 raisons objectives. Et puis, moi, il y a une raison qui m'interroge, c'est pourquoi toutes ces questions n'ont pas été soulevées avant pour d'autres Coupes du Monde, pourquoi les droits humains sont devenus importants pile quand la Coupe du Monde est organisée pour la première fois dans un pays arabe et dans un pays musulman. C'est une vraie question parce que tous ces sujets-là auraient également pu être évoqués en 2018, au moment où la Coupe du Monde s'est arrêtée en Russie. Je ne sais pas si Pascal, tu as un avis sur le pourquoi le Qatar est autant montré du doigt. Alors, il est surtout montré du doigt en France et surtout dans les pays occidentaux, puisqu'il y a là aussi, comme on voit pour la guerre en Ukraine, The West versus the Rest. En Amérique latine, en Afrique, en Asie, ça ne pose pas de problème. Et donc derrière, je rejoins Anne-Laure, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des vraies raisons de critiquer le Qatar et des raisons, des raisons je dirais, sincères d'attachement aux droits de l'homme et des raisons qui paraissent plus curieuses. Moi, j'étais auditionné par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. J'ai vu des députés d'un groupe parlementaire qui, d'habitude, font plutôt la chasse aux travailleurs immigrés, être tout à fait soucieux du sort des immigrés s'ils sont au Qatar. En France, non. Donc il y a quand même un peu... il y a des gens qui sont sincères, il y a des faux culs, comme partout, comme toujours. C'est la règle. Et donc il faut voir un peu qu'est-ce qui est utile de faire pour faire progresser les choses et qu'est-ce qui est un peu exagéré. Là, effectivement, on a l'impression qu'il y a... Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au-delà de ce que font les ONG de défense des droits humains, Amnesty, Human Rights Watch, il y a un peu un effet moutonnier. C'est-à-dire que tout le monde, il y a une sorte de moralisme. Tout le monde se dit, tiens, je vais me faire finalement moraliste à bon compte en tapant sur le Qatar. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a eu un mondial de hand, on n'en a pas parlé. Il y a eu un mondial d'athlétisme, on n'en a pas parlé. Donc on aurait pu aussi dire, qu'il y avait autant de travailleurs immigrés, il y avait autant de restrictions pour les droits LGTB+, et autant de restrictions pour les droits des femmes avant, et on n'en a pas parlé. Donc on voit quand même que c'est le foot. Et puis, par exemple, ceux qui disent, ah, vous allez sur des stades gorgés de sang, les mêmes téléphonent avec leur smartphone, qui est extrait du Nord Kivu, où il y a 200 000 déplacés, il y a eu 4 millions de morts, et en fait, le portable, tout le monde s'en sert. Donc, par contre, le foot, tout le monde ne regarde pas. Donc, c'est plus facile d'être moraliste. Donc, je crois qu'il faudrait un peu raison garder et faire des présentations plus équilibrées et être entre les relais du Qatar qui disent que tout va bien. Non, c'est faux. Tout ne va pas bien au Qatar. Et ceux qui disent que tout va mal, voilà. Et puis, dernière chose, c'est qu'il faut qu'on s'habitue à ce que les Occidentaux n'organisent pas toutes les compétitions de sport, parce que le sport, c'est multipolarisé, comme le reste, et que donc, il faut qu'on se fasse que tout le monde n'a pas les mêmes normes que nous. Le Qatar est un pays qui n'existait pas. Pour prendre un souvenir qui va parler à
tous, ou peut-être je suis le seul là-dedans. Enfin, en 70, la super Coupe du Monde, le Qatar n'existait pas. Bon, voilà. Et donc, il faudrait utiliser cette Coupe du Monde comme d'un levier pour améliorer les choses et non pas comme d'une arme pour stigmatiser. Kevin, peut-être insister sur le fait que c'est aussi parce que c'est du sport qu'on en parle. Et est-ce que c'est pas aussi un peu la faute du Qatar qui, depuis quelques années, pour se trouver une place dans le concert international, a choisi le sport comme levier au moins diplomatique? C'est vrai que le soft power sportif, il peut être à double tranchant. Et comme c'était rappelé par Monsieur Boniface, effectivement, le Qatar pourrait exister. Jeune pays de 1970, aussi avec un enjeu territorial, un enjeu régional, puisque finalement, il est coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Même les Émirats Arabes Unis, aussi au début, remettaient en cause l'existence du Qatar. Et donc, ils ont dû mettre en place des moyens pour exister, pour éviter de se faire manger, comme ça peut être le cas avec le Koweït et l'Irak pour la guerre du Golfe en 90. Et donc, ces moyens-là, effectivement, c'est le sport, un domaine où il n'y avait pas eu encore beaucoup d'investissements de la part des pays du Golfe, et ils vont le faire de très belle manière, puisque ça va être une véritable stratégie diplomatie sportive. Et c'est vrai que le Qatar, avant 2010, avec cette obtention de la Coupe du Monde, et ensuite effectivement avec cette Coupe du Monde 2022, on n'entendait pas forcément parler, et même ce problème aussi d'exploitation des travailleurs migrants, on n'en a pas entendu beaucoup parler avant qu'on s'intéresse effectivement à cette Coupe du Monde au Qatar. Et c'est vrai que ça peut servir de levier, en tout cas pour finalement mettre en pratique ce qui se passe là-bas. Mais par contre, ce qui est vrai, ce qui a été rappelé, c'est que pour les conditions d'attribution, déjà Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde 2010, Coupe du Monde 2018, il y a eu aussi des faits de corruption par rapport à cette attribution de la Coupe du Monde de la FIFA. Et après, effectivement, pour les Coupes du Monde en Afrique, au Brésil aussi, avec ce stade de Manaus qui a été construit en pleine Amazonie, ou aussi en Russie, avec la question des travailleurs nord-coréens qui avaient été utilisés là-bas, et aussi avec la question du fait qu'on ne faisait pas une compétition internationale sportive dans une démocratie ou avec des valeurs de société occidentale. Il y avait déjà des problèmes avant. C'est vrai qu'avec le Qatar, c'est peut-être l'effet peut-être doublé, parce que c'est un pays qui n'est pas de tradition footballistique. Il y a beaucoup effectivement ces stades qui sont construits, ça fait effectivement beaucoup de compétition artificielle. Mais après, ça pose aussi la question peut-être pour l'après, de comment est-ce qu'on accompagne finalement des pays qui n'ont pas forcément les infrastructures et qui n'ont pas de tradition sportive. Parce que sinon, on va arriver, on va faire que des compétitions internationales, que des pays qui ont cette tradition-là et qui ont des valeurs sur lesquelles tout le monde se retrouve. Mais je pense qu'il faut s'en servir en tout cas comme levier, parce qu'effectivement, il se passe des choses horribles pour les travailleurs migrants au Qatar, mais c'est 1000 fois pire en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. J'ai une question. Est-ce que c'est normal d'en parler quand il s'agit du foot, et pourtant, dans un pays avec qui on a des relations économiques, diplomatiques, culturelles? Il y a des architectes français qui ont construit des musées à Doha, et ça n'a pas suscité autant de questionnements et autant de scandales. Pourquoi, quand il s'agit du sport, et encore plus du foot, ça fait parler? Parce qu'on est en France et que le sport a toujours été considéré comme une activité mineure par la plupart des gens qui nous gouvernent politiquement ou intellectuellement, et qu'il y a toujours eu à l'égard du sport une sorte de mépris greffé maintenant d'une jalousie, puisque auparavant c'était juste des abrutis qui faisaient du sport, maintenant c'est en plus des gens riches et célèbres, et donc effectivement ça crée en plus un effet jalousie. Beaucoup de gens pensent que le sport prend trop de place dans la société, et donc effectivement je n'ai pas entendu une critique pour dire mais surtout il faut boycotter le musée des arts islamiques qui a été construit par Jean Nouvel. Il n'y a pas de dire mais telle activité, le coût écologique. C'est toujours le sport qui doit servir de variable d'ajustement par rapport aux questions de morale. Et je veux dire, on vend quand même des Rafales au Qatar, on vend des Airbus, on lui achète plein de gaz et de pétrole, et on est allé les voir pour dire non, s'il vous plaît, augmentez la production parce qu'on a un petit souci avec la Russie. Et donc c'est quand même, je veux bien que la main gauche ignore ce que fait la main droite, mais là on pousse quand même la logique, et pour prendre en plus c'est un copain, mais je veux dire, là franchement je suis en profond désaccord avec lui quand François Hollande dit mais moi comme président j'irai pas au Qatar, mais François t'y allais. Bon, alors donc faut pas non plus exagérer. C'est toujours compliqué. Quand on parle de sport, on a l'impression qu'il y a une sorte de mépris de classe. J'ai entendu il y a quelques semaines une journaliste du magazine Elle me poser une question, et j'en suis encore bouche bée. Elle m'a dit mais au fond, des journalistes sportifs, est-ce qu'ils ne sont pas juste bons à compter les points? Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance pour parler des droits humains au Qatar? Alors, c'est déjà hyper violent à entendre.
effectivement, moi, j'ai voulu être journaliste parce que comme ça, je peux regarder des hommes et des femmes en short qui courent derrière un ballon. C'est évident, hein, c'est juste là que ça s'arrête. Et en fait, ce mépris, il est constant de la part de la société. Et donc, forcément, on peut taper sur des footballeurs puisque c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. On les méprise, on les jalouse. Mais en revanche, quand on parle d'art, quand on parle de compagnies nationales, je pense à de la danse, qui vont se produire, que ce soit au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, on dit rien. À Abu Dhabi, il y a un Louvre. Le Louvre Abu Dhabi. Là, en revanche, je n'ai entendu personne dire les gens vont visiter un musée sur des charniers, alors que j'ai entendu les joueurs de foot vont jouer sur des charniers. Donc c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire. Nous qui aimons le foot, on est un peu bas du casque, on n'est pas capable de tenir dans un stade sans boire d'alcool. Je rappelle que l'alcool est interdit dans les stades, ici aussi, hein, c'est pas que au Qatar. C'est toujours des choses, en fait, c'est des espèces de fausses vérités qu'on assène comme ça et qui sont reprises par des gens qui ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Mais c'est toujours le foot la victime, même si je pense que le président de la Fédération internationale de football est largement responsable de ce désamour du foot. Avant de parler pour ajouter juste un point, effectivement, ça a été rappelé que parfois on voulait que le sport résout tous les maux finalement de notre société, et ça a été encore vu avec l'actualité récente, avec le cas du Golioris, effectivement, qui avait pris position pour pas porter le brassard aux couleurs LGBT+ pour défendre cette communauté. Et on voit que voilà, il y avait tout le monde qui lui est tombé dessus finalement, mais après lui, il faut pas oublier quand même que bon, c'est un sportif. Les sportifs ont aussi, je pense, leur rôle pour prendre position, mais s'ils sont pas soutenus par la FIFA et s'ils sont pas soutenus non plus par leur fédé, ils peuvent pas non plus résoudre tous les maux, et c'est pas forcément en portant ce brassard-là que ça allait faire évoluer les choses. Par contre, après, effectivement, on a vu qu'il y avait une prise de position qui avait été mise en place par les différentes fédérations européennes, notamment de l'Allemagne, du Danemark, qui est aussi de l'Angleterre, et finalement on voit que le poids de la FIFA est encore trop fort pour faire évoluer ces choses-là. Donc même au niveau des instances sportives, on voit que les sportifs peuvent même pas avoir leur mot à dire sur dans quelles conditions ils veulent évoluer à l'avenir, dans quelles conditions vont être organisées leurs compétitions à l'avenir. La FIFA, justement, à quel point la FIFA est responsable de ce qui se passe, à la fois de la responsabilité qui est mise sur les joueurs, sur le fait que la Coupe du Monde a lieu au Qatar et pas ailleurs. À quel point la FIFA a son rôle à jouer et qu'est-ce qu'elle peut faire pour faire en sorte que ces questions-là ne soient plus posées au moment où se déroulent les compétitions? Elle pourrait faire beaucoup plus. Et là, on voit qu'il y a une différence entre le CIO et la FIFA. Le CIO, il y a une athlète biélorusse qui est menacée par les autorités de son pays. Le CIO la protège et le permet de l'exfiltrer pour qu'elle ne soit pas forcée. Et donc, il s'oppose à un pays qui est soutenu par un autre pays important. Lorsqu'il y a cette chose de tennis, alors on peut dire qu'ils l'ont pas assez soutenu, mais au moins, la joueuse qui avait été... Peng Shuai, pardon. Elle a été protégée par le CIO, alors que la FIFA d'Infantino, il ne faut pas en attendre grand-chose, effectivement, en termes de progrès social, progrès, disons, sur la défense des droits humains, etc. Ça serait très différent si Platini avait pris la tête de la FIFA, parce que lui se fait plus respecter et est plus dans un rapport de force. On a l'impression qu'Infantino, je ne sais pas parce qu'il habite à Doha ou pas, mais que toutes les demandes que le Qatar fait ont été exaucées, ce qui est, à mon avis, contre-productif pour le Qatar. Le fait, comme l'a dit Anne-Laure, l'alcool est interdit dans les stades en France. Donc c'est pas anormal qu'il soit interdit au Qatar. Par contre, le dire 48 heures après l'avoir permis, c'est catastrophique en termes d'image. Et donc Infantino est vraiment, je pense, quelqu'un qui a une conception uniquement du sport business, d'une pratique très clientéliste. Il va être réélu magnifiquement à la tête de cela. Mais par rapport à ceux qui mettent en question le foot, il ne sert pas beaucoup de paravent, de défenseur pour les attaques que le foot subit. Je crois au contraire, quelque part, il en légitime une partie. Est-ce que ça veut dire, que Gianni Infantino aurait, par exemple, pu imposer ou autoriser ce fameux brassard One Love? Est-ce que ça veut dire que la FIFA a les moyens là, de mettre un peu la pression sur le comité d'organisation pour que les choses évoluent? Alors, sur la question du brassard, c'est
Les joueurs avaient la possibilité de le porter, ils prenaient un carton jaune s'ils le portaient. Alors, vous pouvez considérer que dans une compétition, notamment courte comme la phase de poule, c'est vraiment handicapant un carton jaune. Après, c'est une question de choix qui se fait. C'est pas seulement ça porte pas seulement sur les épaules d'un joueur, c'est toute l'équipe qui doit décider, toute la fédé qui doit le soutenir ou pas. Je voudrais juste préciser que tous les messages politiques sont interdits, que ce soit par le CIO, l'UEFA, la FIFA. Donc, est-ce que ce brassard, c'est un message politique ou pas un message politique? Nous, c'est vrai qu'en Occident, on considère que c'est pas un message politique, que c'est un droit fondamental et que ça porte sur la question des droits de l'homme. Pour le Qatar, c'est un message politique. Et la FIFA s'est alignée sur ce choix du Qatar en disant que c'est un message politique. Quand l'UEFA a refusé qu'à Munich, on mette aux couleurs LGBT le stade pour un match contre la Hongrie d'Orban, on n'a pas dit c'est la faute de l'Allemagne, c'est l'UEFA qui a décidé ça. Et à ce moment-là, l'UEFA a considéré que c'était un message politique aussi. Mais l'Allemagne a quand même mis le stade aux couleurs LGBT. Mais voilà, c'est pour ça qu'après, il faut aussi décider, est-ce que c'était vraiment grave de prendre un carton jaune? Mais est-ce que c'est aux sportifs de prendre cette responsabilité-là? C'est toute la question. Ouais, puis pour rajouter un point, après, c'est vrai que la FIFA, parfois, ils disent effectivement que c'est une organisation, enfin, ils se défendent comme étant une association, une organisation à but non lucratif. Et aussi le fait que le sport n'est pas politique et qu'il n'y a pas de position politique dans le sport. Mais la FIFA, elle prend des positions politiques de plus en plus quand ça l'arrange finalement, puisque, bon, effectivement, même si pour la guerre, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, elle a décidé après d'exclure finalement la Russie de la Coupe du Monde. C'était quand même le CIO qui avait recommandé aux fédérations de prendre des sanctions vis-à-vis des athlètes et des équipes représentant la Russie. Et puis on sait les liens entre Infantino et Poutine, donc c'est pas forcément lui qui a eu la première démarche. C'est l'UEFA d'abord, effectivement, en délocalisant la finale. Et puis après, effectivement, pour aussi contrebalancer le port de ce brassard aux couleurs LGBT, il y a la FIFA qui avait effectivement fait une contre-communication en proposant qu'il y ait le port de brassard pour d'autres causes durant cette Coupe du Monde. Et là aussi, on peut s'interroger de quand est-ce qu'un message est politique ou non. Et en tout cas, là, la FIFA est plus finalement dans la défense des conditions d'organisation de sa compétition phare pour éviter toute critique et tout débat politique, en tout cas sur le terrain sportif. Je vais revenir sur une remarque qui a été faite au début. Est-ce que ce n'est pas un regard très occidental, un peu moralisateur, de considérer que le monde doit fonctionner à notre manière et que c'est nous, Français ou Européens, qui devons imposer la manière de vivre et de diriger ou de faire fonctionner un pays? Bah oui, très clairement. Nous, on pense qu'on a des valeurs universelles et les pays qui ne sont pas occidentaux considèrent qu'on est des hypocrites parce que soit on exporte nos valeurs à coup de B-52, soit on les respecte quand ça nous intéresse et quand c'est un de nos alliés qui ne les respecte pas, on met un mouchoir dessus. Donc il y a... Et effectivement, la contradiction, c'est que tous les pays n'ont pas les mêmes normes et en fait, on ne peut pas accepter tout. Mais l'idée, c'est de savoir comment on envoie des messages qui n'apparaissent pas comme étant donneurs de leçons, culpabilisateurs, parce que ça, en tous les cas, ce que je sais aussi bien en sport qu'en géopolitique, c'est que ça ne marche plus, qu'au contraire, ça permet aux régimes les plus répressifs de se retrancher derrière la critique du monde extérieur et de faire jouer sur le réflexe patriotique. Et le fait que le monde occidental, notamment depuis la guerre d'Irak, Guantanamo, etc., fasse des leçons sur les droits de l'homme aux autres pays, ça ne marche plus. Les gens rigolent ou explosent de colère. Donc il faut y aller autrement. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne s'adressent pas pour ceux qui sont là-bas, qui s'adressent pour un public national. Et en fait, on a du mal à réaliser combien nos débats nationaux ont des répercussions à l'étranger, combien nous sommes regardés et combien cela peut desservir les causes que l'on prétend vouloir servir, de la grandeur de la France à la défense des droits universels. Parce que c'est toujours du nord au sud que se posent les obligations morales. Moi, je pense qu'il y aura des campagnes, des campagnes pour le boycott des Jeux Olympiques en France, en disant que la France est un pays qui promeut la pornographie, que c'est un pays islamophobe, etc. Il n'y aura pas de boycott, ça. Il n'y a pas de boycott. Mais il va y avoir des campagnes. Et maintenant, chacun veut dire, puisque vous le faites, nous aussi, on va le faire. Et le monde est de plus en plus divers. Et donc, comment faire progresser des choses dans lesquelles nous croyons sans donner l'impression qu'on revient à des méthodes où le Nord impose ses règles au Sud, ça, c'est un vrai débat.
Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait changer le mode d'attribution des grandes compétitions sportives, y mettre des critères politiques, diplomatiques? Mais alors, qui les choisit, ces critères? Le problème, c'est qui choisit ces critères. Donc, on va décider, nous. Alors, moi, j'aimerais bien que ce soit plutôt sur une plage. Bah, c'est un critère comme un autre. Qui est plutôt des métros sympas, climatisés. Enfin, c'est ridicule. Chacun va pouvoir imposer ses critères. Et puis moi, ça va être la défense des animaux avant la défense des droits de l'homme, parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Ça va être très compliqué de mettre des critères. En fait, parce que le côté universel, souvent, quand on parle de nos valeurs universelles, ce sont nos valeurs. Des valeurs universelles, c'est très compliqué de les imposer, parce que s'il y a une majorité je vais pousser à l'excessien, une majorité de Qatariens qui décident de l'attribution de la prochaine Coupe du Monde, ben, ils vont faire selon leurs valeurs, qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est compliqué d'imposer ce genre de valeurs. Et puis, est-ce qu'on va décider? J'ai entendu ce débat, allons que dans des pays où les infrastructures existent. Ben d'accord, alors on garde le sport pour nous. Ça veut dire qu'on ne partage pas et on considère qu'il nous appartient. C'est très compliqué Je comprends toutes les critiques sur la construction des stades au Qatar, mais on ne peut pas... Pourquoi nous, on leur imposerait, on voudrait que ça reste que du sable? On voudrait aller que dans des pays où il y a déjà des stades. Au Brésil, il y a 2 stades qui ne sont pas utilisés. Celui de Manaus, qui est en pleine Amazonie, et celui de Brasilia, qui sert de parking pour des bus. On parle du Brésil, du pays du football. Donc c'est compliqué d'imposer un petit peu la façon dont on voit les choses. Ou alors on décide objectivement, on garde la Coupe du Monde pour nous. Non, après, en tout cas pour le cas du football, le seul organe qui peut finalement décider de changer les conditions d'attribution, c'est la FIFA. Mais encore la FIFA, faut-elle qu'elle ait envie finalement de changer les conditions d'attribution, parce que quand on voit les discours d'Infantino, notamment là en amont de la Coupe du Monde, on voit qu'il n'a pas du tout ces considérations là en tête, il a finalement plutôt décidé d'ouvrir sa Coupe du Monde à de plus en plus de pays qui n'ont pas forcément cette tradition footballistique ou qui n'ont pas encore organisé de Coupe du Monde. Après, effectivement, le problème moi, que je vois, en tout cas avec la FIFA, c'est qu'ils communiquent beaucoup de manière régulière sur le respect des droits humains, sur l'inclusion, même sur l'écologie, puisqu'Infantino il avait dévoilé une green card, donc un carton vert pour promouvoir les événements, qui avaient un coût neutre en carbone footballistique en mai dernier, alors que finalement on lui met la Coupe du Monde au Qatar devant les yeux, et ça il l'a pas forcément en considération. Donc effectivement, dans un monde idéal, il faudrait un cahier des charges qui soit voté par les différentes fédérations membres de la FIFA, les 211 fédérations membres, donc plus de pays membres finalement que l'ONU. Mais là-dessus, il faudrait finalement que tout le monde s'accorde dessus, parce que sinon, si c'est des États qui pourraient faire moyen de pression vis-à-vis de la FIFA, mais ça encore faut-il que les États vis-à-vis de la FIFA puissent le faire, je ne pense pas que ce soit le cas, eh bien il faudrait effectivement qu'il y ait un cahier des charges qui soit mis en place, mais ça je ne pense pas que la FIFA ait forcément envie de le mettre en place. Et puis là, toutes les critiques qui sont par rapport à cette Coupe du Monde, reste à voir si après cette Coupe du Monde va encore y avoir ce débat-là, parce qu'on se rappelle que pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, il y avait beaucoup de critiques en amont par rapport aux conditions écologiques, par rapport au traitement des Ouïghours par le régime chinois, et après c'est vrai qu'il y a eu aussi la guerre menée par la Russie en Ukraine, mais après il n'y a plus ce débat-là par rapport aux conditions d'organisation, et on arrive avec, c'est que des Jeux asiatiques qui sont en Arabie Saoudite en 2029 qui ont été attribués, mais c'est un premier pas vers l'attribution d'autres Jeux d'hiver, notamment pour des pays qui n'ont pas forcément les infrastructures, mais le CIO va faire face à ces différentes problématiques, puisqu'il y a de moins en moins de pays, notamment occidentaux, qui veulent organiser cette compétition. Pascal. Oui, par rapport aux critères d'attribution, qui juge les juges, qui décide qu'un pays est démocratique ou pas. Et il y a eu quand même l'un des plus grands scandales sur l'attribution, c'est quand même la Coupe du Monde 2026, puisque vous aviez un président américain qui a menacé les pays qui ne voteraient pas pour lui de sanctions, puisque cette fois-ci, le vote était public, qui est plutôt un progrès que le vote soit public par rapport au vote de 2010, qui était secret et qui peut prêter à toutes les suspicions et interprétations. Normalement, ça aurait dû susciter un scandale. Le fait, jamais dans l'histoire d'attribution, il y a eu plusieurs scandales dans l'histoire de l'attribution des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde, mais jamais on a vu le président d'un pays, le plus important d'entre eux, dire ceux qui voteront pas pour moi seront sanctionnés. Et personne n'a rien dit, personne n'a dit que c'était pas démocratique et que c'est quand même la loi du plus fort qui s'est appliquée. Je
Je vais inverser un peu les choses. Est-ce que cette Coupe du Monde au Qatar va pas permettre de faire avancer une société assez jeune, assez conservatrice, et améliorer finalement les conditions de vie des femmes, les conditions de vie des ouvriers sur les chantiers? Est-ce que, en mettant le focus sur tout ce qui s'y passe, c'est pas un petit coup d'accélérateur qui est donné? J'aurais adoré pouvoir répondre oui, mais la dernière Coupe du Monde, c'était en Russie. À ma connaissance, ça n'a pas changé grand-chose. Là, la Coupe du Monde a permis de mettre la lumière sur les conditions au Qatar. Il y a eu une pression sur le Qatar. Il y a des évolutions qui ont été enregistrées. Alors, dans la loi, pas encore forcément dans les faits, mais je ne suis pas certaine qu'en fait, la Coupe du Monde change quelque chose. Alors, au-delà du fait qu'à force de leur avoir tapé dessus, il y a effectivement ce qu'expliquait Pascal, cette espèce de façon de se recroqueviller. Vous êtes tous en train de nous attaquer, donc on va continuer comme on fait, et puis on va être encore plus méchants parce que vous avez voulu nous attaquer. Le droit des femmes, je ne suis pas sûre que... Enfin, je vais être cruelle, mais ils ont l'habitude de voir des expatriés en petite manche à Doha. Ça n'a pas fait évoluer la société en elle-même. Et si on parle de la famille régnante, oui, a l'habitude à une vie à l'occidentale. Mais le problème, c'est la société, c'est les 10% de Qatariens qui vivent au Qatar et qui, eux, sont ultra conservateurs. Je ne suis pas sûre que la Coupe du Monde fasse changer les choses, malheureusement. Non, je ne crois pas qu'il y aura une Gay Pride l'an prochain à Doha, mais je pense qu'on doit plus s'attendre à une évolution qu'à une révolution. Une évolution qui est faite par, justement, l'évolution de la société, les contacts, etc. La cité du Qatar n'est pas la même aujourd'hui qu'il y était il y a 10 ans. Elle va encore changer, mais il n'y aura pas de révolution. Et la Coupe du Monde est l'un des jalons qui permet une ouverture. Si, par exemple, on avait dit donc les JO à Pékin n'ont pas de la démocratie, mais si on avait refusé les JO à Pékin ou dit on boycotte, ça n'aurait pas amélioré les choses. Bien au contraire, ça aurait plutôt confronté cela. Donc, tout ce qui est ouverture sur l'extérieur, de voir des étrangers qui arrivent, de devoir tenir compte. Le résultat, c'est que la situation n'est pas bonne, mais elle est meilleure aujourd'hui au Qatar que dans les autres pays de la région. Mais que ce n'est pas encore suffisant, qu'il y a des comportements à la fois individuels et collectifs qui sont tout à fait répréhensibles, et que ces événements sportifs ne sont ni inutiles, ni une baguette magique qui transforme complètement la société. Donc en fait, par rapport à la question LGBT, ça ne va pas être admis au Qatar, mais je pense que les gens qui viennent de l'étranger à Doha ne sont pas spécifiquement inquiétés pour leur façon d'aimer. Donc, oui, je veux juste rajouter un dernier point. Effectivement, c'est ce qui a été évoqué par rapport au fait que un événement sportif, c'est pas le sport, c'est pas une baguette magique, ça va pas changer tout ce qui va advenir dans le pays. Et puis même si si on fait un changement à marche forcée, ça peut être vu aussi comme de l'ingérence ou une volonté d'imposer ses valeurs par rapport à un autre pays qui a pas forcément ces mêmes valeurs ou la même législation. Et je pense que pour le Qatar, en tout cas, ils vont continuer après à organiser des événements sportifs internationaux, notamment si la Coupe du Monde est une réussite sur le plan sportif et organisationnel, parce qu'ils ont mis en place en 2008 un plan qui s'appelle Qatar Vision 2030. Et leur objectif, c'est de devenir une plaque tournante du sport, du tourisme, et d'accueillir 6 millions de touristes d'ici 2030. Donc ça va de plus en plus évoluer, de plus en plus aller vers cette démarche-là pour le Qatar. En quoi cette Coupe du Monde pourra-t-elle être réussie? Qu'est-ce qui permettra de juger ça? Si on la gagne. Ça commence ce soir. Mais est-ce que pour le Qatar, elle n'est pas déjà réussie? Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui confondent le Qatar et Dubaï, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, personne ne savait où était le Qatar. Aujourd'hui, tout le monde sait où est le Qatar. Alors, pas forcément, effectivement, dans les sociétés occidentales, c'est le vilain petit canard, mais à l'échelle du monde, tout le monde sait où est le Qatar. Oui, c'est clair. Alors après, ce qui va compter, c'est leur équipe est mal partie. Je pense qu'ils vont rejoindre l'Afrique du Sud dans le club des organisateurs qui sont éliminés au premier tour. Ce qui va compter, c'est comment se passe l'accueil des étrangers. S'il n'y a pas d'incident, si les gens se disent finalement c'est pas si mal, finalement on peut se promener librement. S'il y a par rapport aux préventions que nous avons par rapport au Qatar, il y a plutôt des bonnes surprises. Et donc je pense que en Russie, s'il y a eu la guerre ensuite, c'est pas à cause de cela, mais les gens étaient agréablement surpris de dire on est bien reçus en Russie alors qu'on pensait que c'était une société qui n'allait pas bien nous recevoir, etc. Et donc je pense que l'enjeu essentiel pour les Qataris, c'est l'accueil
des étrangers. Il y a quand même déjà des petits loupés. Ce changement de législation sur la bière à 48 heures, le fait de climatiser les stades alors qu'il fait 25 degrés, tu me diras, on fait la même chose à la COP27. Donc l'exemple vient de loin. Mais bon, mais ça, je pense que la face, si les gens peuvent aller librement et qu'ils disent, nous, on n'est pas comme eux, mais on peut venir comme chez McDo tel qu'on est, ça sera pas mal, quoi. Non, et puis effectivement, le cas de la Coupe du Monde 2018 avait été rappelé. Finalement, ça a été quand même une victoire pour la Russie parce qu'il y avait un pass supporter qui Pour était la France surtout. Pour la France surtout, mais aussi pour les supporters, parce qu'il y avait un pass supporter qui était mis en place et ça permettait finalement d'avoir un visa pour visiter la Russie pendant 6 mois, donc d'ouvrir le pays à l'international. Et là-dessus, Poutine avait compris que les JO de Sotchi qui avaient finalement plutôt écorné l'image de la Russie, parce que très tourné autour de Poutine, et que finalement ces JO, en tout cas 2018, cette Coupe du Monde 2018 pour la Russie, ça avait permis de promouvoir en tout cas la marque Russie, d'ouvrir le pays à l'international. Et c'est ce qu'est en train de faire aussi le Qatar, avec un enjeu effectivement différent, parce que le Qatar, il y a quelques années, on ne savait pas où le situer, et il y a cet enjeu effectivement aussi touristique, mais effectivement on verra si cette Coupe du Monde est réussie à la fin au niveau de l'ambiance, au niveau aussi de l'accueil des supporters, notamment occidentaux. Enfin, touristique, il y a des choses à faire en Russie, au Qatar. Voilà, ça a la taille de l'île de France et c'est du sable. Donc, en termes de tourisme, du soleil. Donc, Ouais. Peut-être juste avant de passer aux questions, une dernière. Est-ce qu'après la Coupe du Monde, le Qatar peut envisager d'organiser un jour les Jeux Olympiques ? Il en rêve, la marche paraît un peu haute, mais la marche paraissait très haute pour la Coupe du Monde. Mais je pense quand même que les Jeux Olympiques, vu les critiques qu'il y a eu sur l'attribution de la Coupe du Monde, là en termes d'infrastructure, etc., à mon avis, la seule façon dont ils peuvent s'en sortir, c'est de faire des JO du Golfe avec d'autres pays, voire pourquoi pas l'Iran. D'ailleurs, pourquoi pas. Bon, là, la marche est encore plus haute. Oui, il y a du travail en Iran déjà. Bon, mais à mon avis, la seule façon de passer, c'est de faire une co-candidature. Et elle aurait beaucoup de sens et elle représenterait un vrai symbole pour le golf. Mais un seul pays, ça paraît quand même c'est tout petit. Oui, et puis maintenant il y a l'Arabie Saoudite qui finalement veut copier le Qatar avec cette stratégie de soft power sportif. Et on voit que l'Arabie Saoudite n'a pas en tout cas déposé sa candidature officielle pour la Coupe du Monde, l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et là-dessus, effectivement, ils ont compris aussi qu'il pourrait avoir beaucoup de critiques par rapport au sport washing. Donc c'est pour ça qu'ils vont peut-être faire cette candidature avec la Grèce et l'Égypte pour effectivement accueillir cette compétition, mais ne pas avoir le focus que sur son pays, parce que ça peut faire briller le pays, mais ça peut aussi révéler tous les à côté et apporter beaucoup de critiques par rapport à l'égard du pays. 3 continents, ce serait formidable pour des questions écologiques. C'est ce que j'allais dire, en effet. En même temps, la Coupe du Monde aura lieu entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, ce qui, en termes de... Mais j'attends de voir s'il y aura les mêmes critiques pour ces 3 pays, parce que est-ce qu'aux États-Unis, est-ce qu'on aura envie d'aller dans un pays où l'avortement est interdit ? Ouais, et par rapport au coût environnemental, on ne se pose jamais ça pour les événements culturels ou pour les autres choses. Il n'y a que sur le sport où on voit le bilan carbone. Il n'y a pas de bilan carbone lorsque toute une troupe de musiciens se bouge. En même temps, c'est aussi un peu la responsabilité des sportifs, de Benzema et Messi, de ne pas se prendre en selfie dans leur jet privé quand ils vont passer un week-end à Marrakech. Des questions peut-être ? Merci. Du coup, moi, c'était pour revenir un petit peu sous l'angle médiatique, ce que vous disiez, Anne-Laure, sur les 3 aspects un peu objectifs sur lesquels on peut critiquer le Qatar. Est-ce qu'on peut ajouter aussi le traitement des journalistes là-bas ? On a vu des journalistes danois se faire un petit peu chahuter il y a quelques jours. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui doit rentrer dans le traitement médiatique de la compétition ? Alors, ce qui s'est passé avec les journalistes danois, moi, je l'ai vécu en Russie. Et je l'ai vécu sur un marché où on a voulu nous interdire de filmer. Et ce sont d'autres personnes de la population qui sont venues adoucir un petit peu la situation. Je parlais russe, donc j'ai pu expliquer ce qui était en train de se passer. Mais c'est lié au caractère non démocratique, en fait, cette gestion des journalistes. C'est quelque chose qu'il faut effectivement souligner. Et... mes confrères qui sont sur place, pour l'instant, ils essaient de documenter ça avec notamment des journalistes locaux, mais c'est très difficile de travailler sur cette question-là. Comme il est très difficile, tous ceux qui ont pu travailler sur les travailleurs migrants l'ont fait en caméra cachée. Ça va être la seule solution. Moi, j'ai une question, c'est que on voit les pays occidentaux ont de plus en plus de peur d'organiser, qui se prononcent de moins en moins pour organiser ces événements. Et finalement, on le voit que avec France 2023, il y a eu des problèmes aussi, avec
À chaque fois, il y a eu au CNOSF, tout n'est pas parfait non plus. La FFF, il y a des problèmes. Et on voit que les événements sportifs, c'est le moment de mettre en lumière les problèmes qui règnent dans les pays. Est-ce que c'est pas cette crainte aussi qui fait que les pays refusent maintenant d'organiser ces événements? Ce qui est certain, c'est que je pense que les Qataris n'ont pas réalisé que l'exposition avait aussi des effets négatifs. Ils ont vu, chouette, on va être au centre du monde, et ils se sont dit après, avec retard, mince, on voit aussi ce que l'on ne voudrait pas montrer. Et effectivement, ce qu'on appelle le sport washing n'est plus aussi efficace qu'il ne l'était, même si il y a tous des débats. Moi, je ne pense pas que les Jeux de 36 ont été une réussite pour Hitler du fait de Jesse Owens. Je ne crois pas que la Coupe du Monde 78 a été une réussite pour Videla du fait qu'on n'a jamais autant parlé de la dictature argentine que pendant ce temps-là. Mais de plus en plus, il y a quand même, parce que sur les réseaux sociaux, c'est plutôt les critiques que les compliments qui s'exercent, du fait que le sport prend beaucoup trop d'importance aux yeux de certains. Donc, quand tu veux organiser une compétition, tu as intérêt à savoir que tu vas te prendre beaucoup de critiques aussi, et ça doit limiter les ardeurs. Ouais, puis après, au niveau aussi, là, par exemple, pour les précédentes candidatures pour les Jeux Olympiques, je pense notamment au cas de Hambourg, c'est finalement la population qui a fait pression pour se dire finalement pourquoi est-ce qu'on va payer autant d'argent, pourquoi est-ce que le contribuable va payer autant d'argent pour organiser ces Jeux. Et après, il y a aussi une question d'héritage, je pense aussi derrière, parce qu'on met en place beaucoup d'infrastructures pour finalement transformer une ville ou transformer un pays. Mais après, derrière, finalement, est-ce que la population, est-ce que le pays va grandir grâce à cette compétition? Et je pense que ces questions-là sont beaucoup plus présentes peut-être dans des pays, notamment occidentaux, qui ont organisé plus ces compétitions pour se dire pourquoi est-ce qu'on organise cela. Et on voit notamment par rapport au JO Paris 2024, il y a beaucoup cette question d'héritage qui est mise en avant pour finalement que cette compétition sportive ne soit pas que du sport, mais un accélérateur de politique publique. Encore des questions? Oui, on entend bien. Petit commentaire déjà par rapport à l'année dernière, il y a eu le championnat d'Europe qui a été organisé dans toute l'Europe, donc déjà pour des questions écologiques, on n'est pas trop des exemples. Et après, par rapport, d'un point de vue géopolitique, le Qatar use du soft power, notamment au niveau du sport, pour renforcer son influence. Est-ce que c'est leur plus grosse arme qu'ils ont? Est-ce que ça va perdurer ou est-ce qu'ils ont d'autres leviers pour renforcer leur influence? Merci. Le deuxième levier, c'est Al Jazeera, qui est quand même une source d'influence non seulement dans le monde arabe, mais au-delà. Mais le sport, c'est effectivement un pari très volontaire, réfléchi, de dire le sport, c'est populaire, le sport, ça fédère, alors que la géopolitique, ça divise, et le sport, y compris les enfants de 8 ans, le regardent, alors que la géopolitique, ça n'intéresse pas tout le monde, même si, en fait, ça intéresse beaucoup de monde d'ailleurs, mais quand même. Bon, donc, c'est vraiment, effectivement, comme l'a dit Anne-Laure, il y a 10 ans, ceux qui connaissaient le Qatar, c'est ceux qui travaillaient sur le gaz et l'énergie, ou les spécialistes du Golfe. Du Golfe arabo-persique, pas du sport. Donc ça, c'est un pari gagnant d'exister par le sport. Moi, on m'avait demandé en 2017, quand il y a eu le blocus, donc du coup, parce que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, Bahreïn ont fait un blocus du Qatar en 2017, on m'avait demandé si du coup le Qatar allait arrêter d'investir sur le sport. Je dis, c'est pas le moment. Au contraire, je crois qu'ils vont doubler la mise. Et effectivement, pour lutter contre le blocus, ils ont pris Mbappé et Neymar, qui était une bonne façon, parce que la règle, c'est que tu n'envahis pas un pays qui a organisé la Coupe du Monde. Et que tu es connu, et que donc c'est une assurance vie. Et Neymar coûte moins cher qu'un Rafale. Et c'est le soft power le plus visible, le sport, parce qu'ils ont des investissements bien plus importants dans d'autres aspects de l'économie. Et le sport, ça se voit en tout cas. Des questions encore? Moi, j'avais une question du coup sur un peu quel traitement médiatique accordé à la Coupe du Monde, dans le sens où on a vu qu'il y a une certaine hypocrisie dans l'opinion publique aujourd'hui vis-à-vis du Qatar. Du coup, est-ce que vous savez comment les médias se positionnent par rapport à ça? Est-ce que dans les rédactions, il y a eu des consignes particulières pour les journalistes sportifs? Dans quelle mesure on évoque les problèmes liés au Qatar? Dans quelle mesure on reste que sur le plan sportif pour pas faire de discrimination abusive vis-à-vis du Qatar par rapport à d'autres événements? Est-ce que vous avez constaté, par exemple, déjà dans les médias, un traitement... qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique des médias par les médias de la Coupe du Monde, quoi? Je vais peut-être répondre. La première réaction, c'est de dire que, évidemment, on ne boycotte pas, parce qu'il n'y a aucune raison de boycotter. C'est pas parce qu'on est sur place et qu'on va au Qatar que
on est d'accord avec tout ce qui s'y passe. En revanche, on a un devoir d'information. Donc, on y est pour raconter, être sur place. Alors, on parle un peu de foot, mais on ne parle pas que de foot. C'est peut-être ce qui change un peu par rapport à d'autres Coupes du Monde, même si en Russie, on n'a pas parlé non plus que de foot. Mais donc voilà, les consignes, c'est quoi, en tous les cas, pour l'équipe du Parisien qui a été envoyée sur place, et je pense que c'est la même chose pour toutes les équipes qui sont sur place, c'est essayer de raconter tout ce qui s'y passe, tout, sur les terrains et en dehors. Voilà, et donc... 30 secondes, je vais être court. Donc voilà, après, aux Parisiens, par exemple, on a choisi cette année, dans l'équipe qui est sur place, d'avoir une journaliste qui est en charge de traiter des sujets qui ne sont pas foot. C'est-à-dire, elle passe beaucoup de temps autour des stades, essayer de parler aux gens, de raconter ce qui s'y passe, avec quelque chose de très important. Et je pense que ceux qui sont allés au Qatar pourront le dire, et peut-être que ceux qui vont rentrer du Qatar le diront. C'est intéressant d'y aller et d'essayer d'y aller avec un regard un peu neutre et de prendre ça comme c'est-à-dire pas y aller avec trop d'a priori et juste essayer de raconter ce qu'on voit, de discuter et d'être le plus objectif possible. C'est ça l'important. Je crois qu'on est arrivé au bout des 30 secondes et au bout de ces quelques questions. C'est un peu court, ça passe vite, c'est un peu court pour traiter de toutes les problématiques. On voit bien qu'on a parlé pas beaucoup de foot, mais beaucoup d'autres choses. Allez les Bleus. Allez les Bleus, et sans doute qu'effectivement, maintenant que ça a commencé, et que plus les matchs, plus la compétition va avancer, sans doute plus on parlera de foot, jusqu'à ce que ça se referme, et qu'on fasse un bilan, et qu'on voit dans quelques années à quel point cette Coupe du Monde a ou pas changé le quotidien des Qataris. Merci à tous les trois en tous les cas. Merci à tous.